Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui pour le haul d'avril. Alors, un petit haul un petit peu, pas différent, mais où on est vraiment sur une dominance de graphique par rapport à d'habitude. Au niveau des romans, j'ai quand même été très sage, même si j'aurais pu être encore une fois plus sage, on peut toujours faire mieux. Mais ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais le faire à l'envers. Je vais d'abord vous montrer les romans et ensuite les graphiques. Comme ça, s'il y en a qui ça intéresse pas, ils pourront partir avant de la vidéo. Bref, j'ai acquis 3 nouveaux tomes de cette collection. Il y en a un par semaine. Le mois d'avril n'est pas fini au moment où je tourne The Haul, mais je sais que j'achèterai plus rien. Donc c'est pour ça qu'il devrait y avoir un 4e tome. Maintenant, ça sort toutes les semaines. Au début, c'était tous les 15 jours. Donc voilà les 3 dernier. On arrive déjà au tome, là le prochain que je vais acheter c'est déjà le tome 13, je crois que c'est une collection qui en fait 43, 44, je sais pas. Ensuite j'avais pris celui-ci que j'avais montré en vlog, c'est un magazine, hein, sauf qu'il est en dur, c'est du magazine jeux vidéo. Je le montre parce que du coup ça fait magazine mais sans faire vraiment magazine, je trouve que ça c'est un objet qui se garde. Ici on est sur le jeu vidéo God of War, on voit là il y a le numéro 5, j'avais pris aussi Zelda je crois. Je les prends pas tous parce que tous ne m'intéressent pas. Et le petit plus qu'il y a par rapport à la collection RBA sur les jeux vidéo, c'est qu'ici on a des superbes illustrations. Bon, le livre du coup se retrouve à être un tout petit peu plus cher et encore pas tant que ça. Et j'ai également réceptionné une petite contrepartie Ulule. C'est l'intégrale de Florian Denisson, donc chez l'Oiseau Noir, avec le même inspecteur. Alors je sais pas, l'inspecteur, c'est les enquêtes de Maxime Monceau. Et donc ici, à la trilogie, on a La Liste, L'Oublié et La Cérémonie. Moi, je sais que La Cérémonie, je l'ai vu plusieurs fois à Mons parce que tous les ans, la maison d'édition vient et à chaque fois, je dis, il faut que j'achète un livre chez eux, Bon, c'est chose faite entre temps puisque j'ai acheté le dernier roman de Pierre Verja, mais La Cérémonie me tentait beaucoup. Et en voyant la campagne passer, parce que je suis abonné sur Instagram à la maison d'édition, je me suis dit, ah ben tiens, ils sortent les 3 tomes, ça peut être pas mal. Le prix reste relativement raisonnable pour 3 titres. Et du coup, je le trouve plutôt pas mal. À la campagne, il a marché sans être non plus un succès mirobolant. Donc à la base, ils ont quand même fait le jaspage alors qu'ils ne devaient pas vraiment le faire normalement. On a eu avec des petits stickers. Alors moi, je suis très fan parce que c'est des tarots. Regardez, il y a les numéros, c'est des arcanes majeures. Donc vous avez la mort donc, et la tour. On a eu un petit marque-page et une petite carte voilà, qui s'inverse au niveau des couleurs. Et une petite dédicace. Donc le livre est très joli. Et on est sur... c'est écrit derrière 3 enquêtes au suspense haletant. 3 affaires menées de main de maître par un gendarme atypique spécialiste du langage non verbal. 3 rebondissements finaux magistraux. 3 thrillers policiers inoubliables. Donc on verra si ça s'avère exact pour moi. Mais je suis très content d'avoir acquéri ce titre. C'est le seul que j'ai acquéri au niveau Ulule et j'en attends d'autres. Encore une fois, on va tout faire à l'inverse. Je vais commencer par les poches et les grands formats après, parce qu'en fait, les grands formats sont en dessous de la pile. Je suis allé alors attendez, je vais les mettre ensemble, ceux-là, parce que ça peut faire une petite thématique. Dernièrement, je me suis baladé au centre culturel et j'ai repéré quelques petits trucs et je me suis rendu compte après coup, en fait, qu'il y avait une thématique qui tournait autour. J'étais choqué, je me dis, pourquoi t'achètes tout ça, Laurent? Bref, vous allez comprendre. Tout d'abord, celui-ci, dans ma wishlist, depuis un moment, je suis tombé dessus, donc j'ai dit, vas-y, je le prends. C'est le soldat désaccordé de Gilles Marchand, qui était déjà sorti de base en grand format, je crois que c'était aux Forges de Vulcain, qui est pas mal passé, qui a l'air d'être assez intéressant, qui est très petit, où on est sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale. On suit un ancien combattant qui est chargé de retrouver un soldat qui a disparu en 1917, donc on est dans les années 20. Et il va découvrir peu à peu qu'il y a eu une histoire d'amour pendant la guerre avec cet homme-là et une autre personne, je pense. Et ouais, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. En plus, il y a une espèce de compte à rebours parce qu'au fur et à mesure qu'il commence à mener des recherches pour retrouver ce fameux soldat, on le sait très bien, il y a une deuxième guerre qui se profile, donc je crois qu'il y a une histoire de compte à rebours derrière. Ça a l'air vraiment intéressant. Le livre est assez petit, hein, il fait 200 pages, il n'est pas écrit très petit, donc ça doit se lire assez vite, mais celui-là, je me rends très curieux. Ça n'a pas l'air d'être vraiment centré sur les atrocités de la guerre. Donc peut-être qu'il y aura juste l'ambiance au niveau des années 20 et tout ça, donc je me dis que ça peut être assez intéressant. On verra bien, je sais pas trop
à quelle sauce je vais être mangé. Celui-ci que je tourne autour depuis des années sans franchir le pas. J'ai franchi le pas de l'acheter. Quand est-ce que je franchirai le pas de le lire? Je ne sais pas. J'ai peur d'être profondément bouleversé par ce titre. C'est le journal d'Anne Frank. Voilà, je l'ai vu pareil en rayon, j'ai tourné devant une fois, 2 fois, 3 fois, je fais quoi? Bon, j'ai allez, on tente, on verra bien. En plus, dedans, il y a des photos, enfin, c'est une histoire vraie, hein, vous doutez. Je pense qu'il y a énormément de monde qui l'a déjà lu. Moi, c'est pas le cas, j'ai pas eu ça au programme scolaire. Mais j'apprends beaucoup. Donc, le jour où je le sentirai, je le sortirai. Toujours dans la thématique de la guerre, hein, et on est sur cette thématique-là. J'ai trouvé ce petit livre aussi qui est un espèce de témoignage chez 16 ans résistant de Robert Birenbaum, sur livre de poche. Et on nous explique que le lendemain de la rafle du Veldiv, le 17 juillet 1942, il y a Robert Birenbaum, un jeune Français juif de 16 ans, qui se voit proposer par sa tante de rejoindre les rangs de la résistance. Et du coup, on va le suivre de 42 à 44, et après d'ailleurs je dis ça, mais c'est après aussi, ce qu'il a fait pour la France, hein, donc ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est encore une fois un titre qu'il faut lire. Il y a un travail de mémoire, faut s'informer sur ce qui s'est passé, parce que même si bientôt ça va faire 100 ans que c'est arrivé, faut qu'on continue à entretenir tout ça. Faut pas oublier en fait, parce que c'est trop grave ce qui s'est passé pour qu'on oublie et qu'on se rende bien compte que actuellement c'est compliqué, hein, dans le monde, et que voilà, n'oublions pas d'où on revient. Surtout parce qu'on serait peut-être pas là comme on est là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce genre de personnes. Donc peut-être cet été je le lirai, mais il faut vraiment que je lise le témoignage de ce monsieur. Et j'ai beaucoup aimé, il y a Emmanuel Tellier, donc, qui est journaliste chez Marianne, qui a dit « Il ne vous sera pas fréquemment donné de lire un premier livre signé par un jeune homme de 96 ans. » Je trouve que c'est très émouvant cette phrase. Donc ouais, il faudra que je tente celui-là. Et pour finir sur cette thématique plus ou moins de la période 14-18 et 39-45, j'ai trouvé celui-ci. Alors c'est la couleur qui m'a tapé dans l'œil. En même temps, quand vous allez voir la couleur du livre, vous pouvez pas faire autrement. Voilà, vous comprenez pourquoi. C'est Les Disparus de Daniel Mendelsohn. Donc je me suis dit, c'est très bizarre. Et ensuite j'ai vu Joyce Carol Oates. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et elle dit une œuvre puissamment émouvante sur le passé disparu d'une famille. Donc on est encore sur une enquête, sur un espèce de témoignage. Il y a une phrase déjà au début qui m'avait interloqué. Ça dit, jadis, quand j'avais 6 ou 7 ou 8 ans, il m'arrivait d'entrer dans une pièce et que certaines personnes se mettent à pleurer. Donc on suit Daniel Mendelsohn, qui enfant avait un grand-oncle qui s'appelait Schmiel, et qui avait une femme et 4 filles qui ont été tuées dans l'est de la Pologne en 41. Plus tard, il découvre qu'il y a des lettres qui ont été envoyées en Amérique, des lettres qui demandaient à sa famille de l'aider. En fait, l'oncle, il demandait à sa famille de l'aider, et ces lettres sont restées sans réponse. Et il a absolument voulu savoir ce qui s'est passé, ces 6 disparus, ce qu'ils sont devenus, quelle est leur histoire. Et du coup, on est dans un roman policier haletant, une plongée dans l'histoire et l'oubli, un chef-d'œuvre. Je pense que c'est une histoire vraie, attendez. Ouais, je pense que c'est une histoire vraie, parce que là, je me mets le doute tout seul, là. Donc c'est un livre qui est déjà sorti il y a quelques années et qui vient d'être édité en poche. Donc je sais pas si jamais vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ne sais pas du tout. Mais bon, c'est une bricasse, hein, il fait 900 pages, hein, mais je sais pas, ça m'attire beaucoup. Donc je pense que c'est un récit authentique. Celui-là, pareil, alors... Ça c'est rigolo, j'ai pris ce livre-là, j'aime pas la couverture parce que c'est une couverture d'affiche de film. J'avais absolument pas entendu parler du film, j'achète le livre, je le vois partout sur les réseaux, la bande-annonce ou des extraits et tout, même les 2 acteurs. Parce que dans ce film joue notamment Laura Felpin. Donc c'est L'amour c'est surcoté, donc c'est chez Pocket. Ça va être au cinéma le 23 avril, actuellement au moment où je vous parle c'est déjà au cinéma. Et c'est de Mourad Winter, et je sais pas, j'ai pris un livre abîmé, ça m'énerve quand ça fait ça, j'avais pas vu. Bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est qu'un poche. Il est un petit peu abîmé là, et ça m'énerve d'acheter un livre neuf quand... je sais pas si vous voyez, voilà. Ça m'énerve d'acheter un livre neuf quand il est... et qu'il soit abîmé. Ça a l'air d'être très très drôle. J'ai lu les premières pages dans le rayon et je rigolais déjà. Le résumé, on nous dit, je vais vous lire, ce sera plus simple. Lui, c'est Mourad. Il a 27 ans. Il aime bien dire que c'est l'âge du Christ quand il avait 27 ans.
il trouve ça drôle, il est lourd parfois. Et souvent, il est misogyne, homophobe, raciste. Il coche toutes les mauvaises cases. Un gars un peu paumé, un gars qui a jamais su qui il était vraiment. Un jour, il rencontre une fille, pas du tout paumée, on dirait, sacrément futée même. Comme il adore les paris débiles, il se donne 30 jours pour la ken, pas un de plus. Donc voilà, ça a l'air d'être très drôle, très second degré. Je sais pas, j'ai eu les premières pages, ça m'a fait rire, on verra bien. Je n'en attends pas grand chose, seulement de rigoler, donc on verra si ce sera le cas. J'ai lu le tome 1 pour Avril autour de la SF en lecture commune avec Céline. Donc du coup, je me suis procuré la suite pour qu'on la lise ensemble. Alors je crois qu'on va relire la suite au mois de juin, me semble-t-il, quelque chose comme ça. C'est la trilogie de l'éveil, ici c'est le tome 2, c'est Watch. Donc c'est de Robert J. Sawyer chez Gallmeister dans la collection Totem. J'aime beaucoup ses couvertures. Seul défaut, j'ai remarqué, ça fait déjà 2 fois, j'avais acheté le premier, il avait un petit défaut, le deuxième, là aussi, vous voyez, il y a un petit trou là. C'est parce qu'en fait, le livre a été mal plié, et vous avez un trait là. Et c'est chiant parce que dans le premier, ça le fait plusieurs fois. Alors, est-ce que c'est très grave? Non, je vais survivre, hein, rassurez-vous. Mais encore une fois, ça m'agace un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant, Totem, d'habitude, ou un Gallmeister, ils font des livres qui restent très qualitatif, mais bon, c'est un détail. J'avais bien aimé le premier tome, même s'il y a une thématique autour de l'informatique qui m'avait perdu, parce qu'il y a des moments où on emploie des termes très spécifiques, et moi je nageais dans la semoule. Mais pour le reste, c'était plutôt sympa. En plus, je l'ai lu avec Céline, donc on a pu décortiquer un petit peu le premier tome et en parler bien. Donc le premier est vraiment très introductif, hein, même si le personnage principal est très sympa. Et j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Et en gros, pour l'histoire, on suit une jeune fille qui est aveugle de naissance. Et il y a un scientifique qui habite au Japon qui lui propose de lui implanter dans l'œil quelque chose qui lui permettra après de voir. Parce qu'en fait, son œil est fait de façon... Alors je vous dis ça très sommairement parce que j'aurais plus les termes exacts du livre. Nous, on voit d'une certaine façon, et elle, son œil est monté à l'envers, si vous voulez. C'est pour ça qu'elle voit rien. Et du coup, le correctif, la petite puce, je sais plus exactement comment ça s'appelle, qu'elle aurait dans l'œil, lui permettrait de corriger ce défaut-là et de revoir. Tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà. Vous en savez assez. Donc, la couverture en plus, quand on a lu le premier tome et qu'on connaît vraiment le fond de l'histoire, elle a vraiment une signification et je la trouve vraiment sympa. Donc j'espère que le 2, je serai moins perdu, mais voilà, j'ai beaucoup d'attentes pour cette suite. Et c'est une trilogie. Celui-ci, je l'ai vu passer dans une pub et il m'interpelle beaucoup. Il y a un livre que j'ai acheté il y a quelques temps que je n'ai toujours pas lu, j'arrive pas à le caser, il faut vraiment que je le fasse parce que je pense que tout le monde l'a lu sauf moi. C'est La femme de ménage, qui a eu un succès retentissant, avec des avis qui ont été très élogieux au début et comme avec toutes les hypes, avec le recul on commence à avoir des avis plus mitigés, voire négatifs. Et Frida McFadden, voilà, cherchait l'autrice, et elle a le vent en poupe, parce que du coup, il y a La femme de ménage qui est sortie, Les secrets de la femme de ménage. Je sais que là va sortir La femme de ménage se marie, je crois, une petite nouvelle ou quelque chose comme ça. Elle a sorti La psy, là vient de sortir Le prof. Enfin, franchement, on est sur une autrice qui est devenue un petit peu un fonds de commerce. Et à côté de ça, j'ai vu une pub où il y a un youtubeur, alors je n'aurais pu vous dire son nom, qui présentait ce livre-là en disant que, voilà, ça vient un petit peu être le même principe que La femme de ménage, c'est-à-dire un thriller domestique un petit peu mainstream, on va dire, et qui serait mieux. Franchement, moins bancal au niveau de l'intrigue et tout. J'ai pas lu, donc je peux pas vous dire, je vous spoil rien sur La femme de ménage, bien évidemment. Donc je l'ai pris, c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara, c'est chez Point. Et le résumé derrière donne hyper envie. Alors, c'est encore un livre, regardez. Je sais pas pourquoi il y a ça, encore un livre avec des défauts. Oui, aujourd'hui, je suis ronchant. Donc, pareil, je vais vous lire le résumé, parce que je ne saurais pas vous l'expliquer bien, mais franchement, ça donne hyper envie. Quand elle se présente au 14 Tudor Grove, à Dublin, Marisa Irvine ignore tout du gouffre qui va s'ouvrir sous ses pieds. Alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo, venu jouer pour la première fois chez un copain d'école, la femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît. C'est pas non plus la nounou, et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit garçon se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue et des rumeurs commencent à circuler, car dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. Il paraît que c'est hyper page-turner, que quand on s'y met, on peut plus le lâcher. Et je me dis que si c'est très addictif et ça se lit vite, c'est un livre qui peut très vite rentrer dans la palle et très vite en ressortir. Mais j'avais dit pareil pour La femme de ménage, j'ai toujours pas lu. Mais bon, là, j'ai dit que j'allais me calmer dans les mois à venir au niveau de tout ce qui est lecture commune, challenge et tout. À la base, je devais faire, pour tout vous dire, oui, on discute, on a le temps.
je vais faire lire de la fantasy en mai, et au final, je me dis que je vais peut-être pas en lire cette année. Ce sera la première fois depuis des années que ça m'est arrivé. Mais voilà, j'ai eu moins envie de lire, parce qu'il y a un livre qui m'a un petit peu réfréné dans mes envies, on va dire. Je me dis que pour mai, j'ai envie de lire un peu ce qui me plaît. Parce que j'ai 2 challenges en cours actuellement, et ça me plombe un petit peu la moitié de mon mois. Alors vous allez me dire, bah t'as qu'à arrêter les challenges. Non, je me suis engagé, je veux les finir, parce que ça me permet indirectement à me forcer à sortir des livres de ma palle que je sortirais peut-être pas en temps normal. Donc je veux vraiment aller au bout de ces 2 challenges. Mais à côté de ça, j'ai vraiment envie d'aller vers des livres qui me font envie, sans forcément réfléchir à l'avance, vous savez, faire une palle ou quoi. Au niveau des grands formats, celui-ci, pareil, c'est en me promenant dans la Fnac, en allant chercher un colis, je suis tombé dessus, ça m'a tilté au niveau de la couverture, et j'ai dit je peux pas partir sans. C'est Dead Mountain, les morts mystérieuses de l'Oural, c'est de Donny Echard, c'est au Cherche Midi. C'est une enquête qui revient sur le col de Dyatlov. Alors, ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent peut-être pas, ça s'est passé en février 59. Il y a 9 alpinistes très expérimentés qui vont partir à l'assaut de l'Oural, en Russie. Et on va les retrouver quelques jours plus tard. Parce qu'ils partent à 9, mais il y en a un qui revient avant la fin. Et les autres, ils vont plus donner de nouvelles. Ils vont commencer à se demander ce qui s'est passé. Et ils vont les retrouver. C'est dans une vision d'horreur. Les corps, il s'est passé quelque chose, on n'a pas tout compris. La tente a été arrachée de l'intérieur. Enfin, on ne sait pas s'il n'y a pas eu une hystérie collective qui s'est levée. Quelque chose parmi les expéditeurs. Enfin, c'est très chelou. Et c'est un cold case qui est en cours depuis, du coup, les années 59, on n'a jamais vraiment eu de réponse. Ça m'a toujours subjugué. Bon, après, il y a des trucs entre le KGB qui a caché certains trucs. Enfin, c'est très bizarre. On ne sait pas s'il y a eu une expérience du gouvernement ou des essais sur un truc et qu'eux étaient là au mauvais endroit au mauvais moment. On ne sait pas s'ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Enfin, c'est très chelou. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'ai très envie de le lire. Et j'ai vraiment envie de partir un petit peu sur des témoignages. En plus, il y a des photos et tout. Vous voyez, il y a des photos à l'intérieur du récit. Et comme il est quand même assez gros, j'aime bien moi les true crime, les cold cases et tout ça, et j'aime bien quand sur certaines affaires, on s'y attarde plus longtemps. Et du coup, on rentre vraiment dans le truc, c'est comme quand j'avais lu American Predator, on s'attardait dessus, on décortique un peu plus, et c'est très très intéressant. Donc on verra ce que celui-ci donne. L'Américain, il essaie d'élucider l'affaire. Donc on verra ce que ça va donner. J'avais déjà lu des explications, je m'en souviens plus d'ailleurs, il y a quelques temps, mais j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en retourne. Parce que cette affaire-là m'intrigue autant qu'elle m'effraie. Je me suis procuré auprès de Franzo Pizarro sur son site internet son dernier roman qui s'appelle Le Papillon de Paris, le rêve d'un misérable. Donc c'est édité chez L'Alchimiste, un livre assez court. C'est un livre historique qui se passe en 1888 et on suit un petit indigent qui s'appelle Louis, qui chaparde un petit peu sur les étalages pour pouvoir se nourrir parce qu'il est très pauvre. Sa maman, elle est malade. Et secrètement, il a un rêve, c'est de devenir danseur. Et à l'époque, un garçon qui devient danseur, vous voyez bien qu'en dira-t-on. J'ai déjà lu les 2 précédents romans de l'auteur. Il y avait un témoignage qui était À l'ombre des jasmins et son premier roman édité chez Le Héron d'Argent qui était Ma vie de fantôme. À chaque fois, sur chacun de ces romans, je suis beaucoup touché, attendri. Je trouve que voilà, il a ce truc qui moi me touche beaucoup. Donc c'est quand même son 3e roman, donc au niveau de sa plume, il a essayé de la travailler, c'est ce qu'il expliquait, et je sais qu'il peut m'émouvoir, et vu le pitch de départ, je pense que ça peut le faire. Donc les chapitres, je crois qu'ils sont assez courts, il n'a pas fait des chapitres longs, donc ça peut être très vite à lire. Il y a aussi également des illustrations à l'intérieur, je vais vous en montrer qu'une, parce que j'ai également reçu un petit marque-page, voilà, une des illustrations que je trouve absolument sublime. Les illustrations sont de, que je ne dise pas de bêtises, est-ce que je peux vous le dire, voilà, elle est là en plus grande, je la trouve très jolie, crayonnée comme ça, je sais pas, j'ai pas l'air d'avoir l'auteur, alors attendez, il doit l'avoir dit ça, Laurent Desfonds, voilà, donc pareil, il faudra que je le sorte, si possible, assez vite. Et le dernier roman que j'ai pris, un grand classique. Je l'ai pris dans une version illustrée, c'est parce que j'avais eu une carte cadeau à Noël, je m'en étais pas encore servi. Donc là, c'était l'occasion, c'est sorti chez Larousse. C'est 1984 de George Orwell. Alors moi, je l'avais dans une édition folio classique. J'ai lu les 100 premières pages, je me suis ennuyé, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas de dialogue, c'est que de la narration. Je savais pas où on allait, mais ça m'intéressait pas. Et entre-temps, j'en ai discuté avec Petit Binôme, qui elle l'a lu lorsqu'elle était à l'école, et elle fait franchement, lis-le, franchement, Laurent, c'est trop bien, quoi. Je fais ah ouais. Et il y a eu une lecture commune pendant avril autour de la SF qui a été faite et j'ai vu les retours des copains et des copines qui ont vraiment aimé, que c'est une œuvre très riche, qu'elle est vraiment visionnaire par rapport à notre époque.
Donc je dis je peux pas passer à côté. Donc c'est une version collector illustrée, il y a une nouvelle traduction également. Il n'est pas excessivement cher, il n'est qu'à 25 €. On est sur voilà. Et j'aime beaucoup la mise en page et tout à l'intérieur. Donc le graphisme est assez spécial, mais j'aime bien. Et voilà, après les pages, ça se présente comme ça. Mais j'ai vraiment, quitte à prendre le temps de le lire, hein, ça me gêne pas. Mais j'ai vraiment envie de m'y plonger. Et du coup, bah, voilà, ça fait un beau cadeau de Noël au mois d'avril. Voilà pour... Ah si. Et en occasion, il reste 3 romans. Ça, c'est de la faute de Betty Binôme qui est retournée à Nose. Bon, ceux qui ont vu les vlogs comprendront la référence. Et qui m'a retrouvé 3 tomes de l'Épouvanteur. Donc elle m'a trouvé le tome 7-8, Le Destin de l'Épouvanteur, le tome 12, Alice et l'Épouvanteur, et le tome 14, Thomas Ward, l'Épouvanteur. Donc chaque tome est quand même à 4 €. Je suis très content parce que du coup j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai déjà 8, je crois que c'est une série qui fait environ 20 tomes. Alors, version anglaise, parce qu'en français, ils ont redécoupé les 3 derniers tomes qu'ils ont mis dans une série à part, mais en anglais, tout est ensemble. C'est de Joseph Delaney. Et du coup, 8, je me dis que j'ai pratiquement la moitié et que je les aurais eu pour que dalle, parce que j'en avais trouvé 4 la dernière fois. Et le premier, je l'avais trouvé, je crois, d'occasion, sur un Vinted ou un truc comme ça. Donc, je suis très content d'avoir qu'elle m'ait trouvé ça et qu'elle m'ait ramené cela. Ensuite, passons du coup aux boulettes, parce que là c'est les côtés graphiques. Bon, c'est beaucoup de séries que je continue, donc ça devrait aller vite à vous les présenter. Tout d'abord de Mokubokuren chez Pika, le tome 5 de The Summer Hikaru Died. Je sais pas si je vais le lire maintenant, parce que honnêtement j'ai lu le tome 4, les tomes sortent vraiment... il y a beaucoup d'intervalles entre les deux, parce que on suit la publication japonaise, on les a vite rattrapés. Et du coup je suis perdu, quand je lis un tome je sais plus trop ce qui s'est passé avant, je suis complètement perdu, et je crois qu'incessamment sous peu sort l'animé, donc je pense que l'animé me rafraîchira peut-être un petit peu la mémoire quand elle sera disponible sur les plateformes françaises. Le dernier tome de cette série que j'avais pris, vous savez j'avais craqué sur Vinted pour le pire, de Taro Nogizaka chez Glénat, une série qui avait été recommandée par Soso, une fille qui parle beaucoup manga, qui est sur YouTube et Instagram, peut-être TikTok, je ne sais pas. Je la suis pas tout le temps, mais là elle fait une interview manga chez Combini que j'avais beaucoup apprécié. Et elle avait parlé de quelques titres que j'avais pas entendu parler et qui me tentaient. Donc là, comme j'ai tout pris sur Vinted, il me manquait le tome 12. J'espère que je vais apprécier, parce que là j'ai pris quand même un gros engagement, et du coup je me suis pris le tome 12. J'espère que c'est une série qu'après on retrouve plus, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, j'ai peur qu'elle soit plus publiée, qu'elle soit en arrêt de commercialisation. Le papa de Léviathan manga en 3 tomes dont je vous avais parlé il y a quelques temps, donc qui s'appelle Shiro Kuroi, je pense que c'est Kuroi, a ressorti une autre série chez Kiun. Faut savoir la spécificité de cet auteur, ce mangaka, c'est qu'au Japon, les délais entre la livraison de chaque chapitre pour les publier dans un magazine, c'est assez court. Et lui, il voulait prendre son temps, donc du coup, il a passé un contrat avec une maison d'édition française, donc notamment Kiun, et ils lui ont laissé carte blanche. Donc du coup, il s'est publié chez nous avant de partir au Japon. C'est quand même assez original. Et là, cette série-là, c'est Dragon Hunt Tribe. J'ai lu le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Moi, de toute façon, j'adore son dessin, donc... on va pas se mentir, je trouve qu'il a un dessin assez particulier, j'aime beaucoup. J'ai pas lu le tome 2, je devais le lire et je l'ai pas lu, donc là il y a le tome 3 qui sort, je sais pas combien il y en aura, je sais pas si ce sera une série plus longue ou pas. On nous dit derrière, élevée par les dragons, elle doit maintenant les chasser pour survivre. Donc on est dans de la dark fantasy. J'avais lu le premier tome, j'avais trouvé ça sympa. Alors celui-ci, je l'ai déjà lu. Est-ce que j'ai besoin de le présenter ? Je suis pas sûr, parce que je pense que je vous rabâche la tête avec ça sans arrêt. C'est Crosolic. Voilà, des studios Clamp, qui est déjà sorti il y a une dizaine ou quinzaine d'années, je crois, qui est en 17 volumes, si je vous dis pas de bêtises, 19, pardon, oui, je vous dis les conneries en plus. 19 tomes, et il y a eu une suite en 4 tomes qui s'appelle Crosolic Ray, qui n'a pas de fin, mais il y a quelques jours, j'ai appris que Clamp commençait à republier des chapitres, donc peut-être que cette fois-ci, on aura la fin. Donc là, c'est pour fêter... je sais plus si c'est pour fêter quelque chose de particulier, j'ai plus le truc en tête. La collection Clamp Universe réunit une constellation d'œuvres aussi sublimes qu'incontournables, imaginées par le légendaire studio Clamp. Laissez-vous envoûter par le mystique Crosolic et redécouvrez les reines du manga. Voilà, donc au Japon, ils ont sorti une collection là-dessus, et du coup, en français, Pika a fait la même chose. Donc voilà le premier tome. Alors, moi, je les ai dans une autre version où il y a un jaspage, où les couvertures sont absolument sublimes.
D'ailleurs, la couverture, ils l'ont remise ici, et c'était la couverture de l'ancienne édition. Il y a quelques pages couleurs, un manga assez particulier dans le dessin, hein, faut aimer, on est sur des personnages qui sont assez longilignes, mais mon manga préféré, cette héroïne, elle est extraordinaire, ce manga est très philosophico, ésotérico, fantastique, on est vraiment sur le folklore japonais, on est autour de la magie, des croyances, enfin c'est très envoûtant. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais moi perso je suis conquis. Alors ça, là, c'est la surprise totale, parce que je me demande si un jour on aura la fin. C'est chez Delcourt Tonkam, ils ont décidé de rééditer en tome double le manga Peck, donc c'est de Harold Sakuichi, mais là on est au tome 13, le tome 12 a dû sortir il y a un an, c'est une série qui est sortie il y a très longtemps, hein, et qui rééditait, les tomes au début sortaient assez régulièrement, et là d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, ça sort au compte-gouttes. Je crois qu'il y a, je sais plus combien il y a de tomes, ah c'est pas marqué. Il y a quand même un certain nombre de tomes, on est, je crois, un peu plus de la moitié, je sais plus combien il y en aura en tout, mais c'est waouh, on se demande si on va voir la fin, je sais pas ce qui se passe chez Delcourt Tonkam, parce qu'il y a cette série-là, et je crois aussi qu'il y a, je crois, c'est même sûr, le manga Dragon Quest, la quête de Dai, pareil, que je suivais, qu'ils ont réédité, c'est la 3e réédition dans cette maison d'édition, et pareil, ça sort au compte-gouttes, là il y a un tome qui va sortir, le précédent, je ne saurais même pas vous dire quand est-ce qu'il est sorti. On en est à ces extrêmes là quand même. J'ai succombé à 2 nouvelles séries manga, bon, j'ai succombé parce que c'est des séries très courtes. Chez Panini Manga, ils ont sorti Child Death de Hirokazu Mukura, en 3 tomes, thématique SF, voilà. C'est dans le genre SF, on est sur du post-apo, donc je l'ai pris plus ou moins pour le challenge. Donc faut que je le lise. Non, je vais essayer de le lire ce week-end. Et là on ne joue pas, on est dimanche, donc je vous dis ce week-end, mais enfin, vous m'avez compris. Et voilà, le graphisme n'a pas l'air si extraordinaire que ça, enfin c'est assez classique pour moi. Mais voilà, ce sera 3 tomes et ça m'a l'air d'être pas mal. On est dans le futur. Il y a l'humanité qui a été maudite par des sorcières qui condamnent les humains à mourir lorsqu'ils deviennent adultes. Il y a seuls les enfants qui survivent, mais on nous dit bien résolu à venger la mort de ses camarades et à grandir un jour, la jeune Momo s'est donnée pour mission d'anéantir ces horribles créatures. Donc je pense que les créatures c'est ça, hein, je vous spoil pas, c'est sur la couverture. Voilà, je pense que c'est ça la créature en question, je ne sais pas trop. Parce qu'on en voit une là aussi, donc je sais pas, je peux pas vous dire, je l'ai pas encore lu. Et le dernier manga, donc non, le dernier manga, non, il y en a encore d'autres. Oui, je vous avais dit que là j'avais fait, j'avais craqué mon slip. Pareil, c'est pour la SF que je l'ai acheté, mais il m'intéressait beaucoup. Je trouve la couverture super jolie. C'est de Shang Cheng. C'est édité chez Glénat. Est-ce qu'on nous dit de quelle nationalité il est? Alors, je sais pas si c'est un manga ou un manhwa. Je sais pas si c'est japonais ou chinois. Je ne sais pas. Bref, c'est le premier tome de Baby. Pareil, ce sera une trilogie. Vous avez vu, cette couverture, elle est absolument sublime. Le dessin à l'intérieur est vraiment très beau. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir, je trouve. Et il avait sorti une précédente série qui me tente beaucoup, que je ne me suis pas encore procuré, c'est celle-ci. Ça s'appelle Yann. J'adore pareil les couvertures, je trouve qu'à chaque fois les couvertures sont à tomber. Et là on est en 2043 et on est à Taipei. Et il y a un parasite inconnu, Baby, qui transforme les êtres humains en monstres mécaniques, provoquant un véritable carnage et poussant l'humanité au bord de l'extinction. Et on va suivre Elisa, et on nous dit elle est 50% femme, 50% machine, 100% badass. Voilà, ça m'intéresse. Je tenterai le 1, je verrai si c'est accroche ou pas, sinon bah, je continuerai pas bien évidemment. Je vais essayer de le lire aussi aujourd'hui pour voir ce que ça peut donner. On continue dans les graphiques, hein, parce que je vous ai dit. Hein, j'ai trouvé le tome 8 de Fable, enfin, chez Urban Nomad. Ça sortait régulièrement et là ça commence à être un petit peu plus espacé. Le dernier tome qui est sorti c'était il y a un an, donc on arrive bientôt à la fin, il y en a 10. Dorian et Stéphanie les lisent régulièrement et font d'excellents retours dessus, donc j'ai quand même hâte de découvrir cette série qui revisite un petit peu les contes de fées à la sauce un petit peu moderne. Donc on verra ce que j'en penserai.
Celui-ci, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Je me retiens de lire d'ailleurs, parce que je dois lire des mangas pour le challenge d'avril autour de la SF, mais je vous avoue qu'il me fait très envie. C'est le tome 3 de PTSD Radio. C'est de Masaki Nakayama. Manga d'horreur assez atypique, mais moi auquel j'ai accroché dès le premier tome. Normalement, dès qu'il arrive, je le lis. Là, bon, c'est tout, je vais me retenir un petit peu. Il y en aura 6. On est déjà à la moitié. Je sens que je vais être dégoûté quand ce sera terminé. Mais franchement, ce manga met très très mal à l'aise. Si vous aimez l'horreur, tentez. Il y a Junjito et il y a PTSD Radio aussi. Continuons à les collections de tomes doubles, c'est un petit peu la mode en ce moment. Le tome 7 de Nodame Cantabile de Tomoko Ninomiya est sorti, donc je l'ai pris. On est sur une jeune fille qui a l'oreille absolue et qui va apprendre la musique. Elle va rencontrer un autre homme qui est chef d'orchestre, je crois, mais qui a une petite particularité, il ne supporte pas l'avion, donc il peut pas voyager, et je crois qu'il en a besoin, il y a quelque chose comme ça. J'avais lu les premiers tomes il y a très longtemps, qui étaient sortis dans les années 2010, et puis j'ai eu ma période où j'ai arrêté d'acheter des mangas, donc je les avais revendus. Je suis très content de la redécouvrir, parce que moi, quand j'avais lu les premiers tomes, j'avais explosé plusieurs fois. C'est une série un petit peu humoristique. Au Japon, ça a quand même eu beaucoup de succès, en France aussi notamment. Ils ont même fait un drama. C'est que ça a vraiment bien cartonné. Tsukasa Ojo est un mangaka que j'aime beaucoup. Là, je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçu. C'est le dernier tome des tomes doubles de City Hunter, le tome 17. Après, cette collection est terminée. Et du coup, Panini, c'est eux qui éditent celle-ci, et éditent celle que je vais vous montrer, c'est F Compo, du même auteur. Là, c'est en 6 tomes, non, c'est 12, mais là, ça fera 6. Donc voilà, le tome 2 est sorti, je me le suis procuré aussi. Là, on est sur quelque chose de très humoristique également, et j'aime bien, de temps en temps, ne pas lire que des trucs d'horreur, ou vous voyez ce que je veux dire. Bon, celui-ci, est-ce que j'ai besoin de vous donner des arguments pourquoi je l'ai pris? Je ne dis tout. Voilà, le dernier qui est sorti, vous savez, dès que ça sort, moi j'y cours, j'y vole. Je vous montre comme d'habitude la beauté de l'édition Mangetsu avec un petit intérieur qui est vraiment sympa. Voilà, donc je lirai je ne sais pas quand, et je vois qu'il y en aura... Ah, c'est pas marqué s'il y en aura d'autres. Mais je crois que j'ai vu que d'ici la fin de l'année, il y a plein de trucs sur Junjito qui vont sortir. Il y a un nouvel artbook ou quelque chose comme ça, et il va y avoir d'autres choses. Donc je reste aux aguets parce que vous savez bien que ça reste un de mes mangaka préférés. Une BD, en allant à la Fnac, bien évidemment, j'ai craqué sur cette BD. Comme vous allez la voir, pour ceux qui me suivent régulièrement, rien ne vous choquera. C'est publié chez Dargo, c'est dans ma wishlist depuis un petit moment. C'est de Isabelle Detan, ou Détane, je sais pas comment que ça se dit. C'est moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Donc forcément, je ne pouvais pas ne pas la prendre. Le résumé nous dit « On m'appelle Cléopâtre et je suis, paraît-il, l'égyptienne la plus célèbre de l'Antiquité. Femme fatale, courtisane, je manipulerai les hommes comme s'il s'agissait de jouets. Capricieuse, belle à couper le souffle, je m'amuserai à dissoudre des perles dans du vinaigre, une panthère docile à mes pieds, sauf que... J'ai pas une goutte de sang égyptien. Je suis pas particulièrement jolie, mais bonne stratège politique, ça oui. Et mère de 4 enfants, et surtout reine d'un pays convoité par tous. Laissez-moi vous raconter ma véritable histoire. » Donc déjà, moi j'aime beaucoup les résumés, parce qu'on vient casser un petit peu l'image qu'on se fait de Cléopâtre, et qui est un petit peu cliché, et qui est pas du tout vrai. J'avais lu il y a quelques années, alors c'était il y a 2 ou 3 ans je crois, une biographie sur Cléopâtre, et l'auteur, je sais plus, je vous mettrai la jaquette si je peux, venait un petit peu casser toutes les croyances qu'on avait autour d'elle. C'est pour ça que quand je lis je suis une femme fatale et tout, d'après cet auteur, on n'a jamais retrouvé de gravure ou de peinture ou de sculpture représentant Cléopâtre, mais qui soit vraiment confirmée, vous voyez. On pense, mais on n'est pas sûr. Et d'autres trucs, elle serait morte en suicidant par la piqûre d'un scorpion, il paraît que ce serait pas vrai, bref. Je vais pas en parler parce que même si j'adore cette figure historique, j'ai pas lu énormément de choses d'elle, j'ai quand même pas mal de trucs, il faudrait que je m'y mette. Et je me dis que la BD, c'est un bon moyen aussi parfois de découvrir certaines choses. Alors le dessin, faut l'aimer, moi j'ai même pas cherché à réfléchir, moi j'ai vu Cléopâtre, j'ai pris quoi. Donc la BD est quand même assez conséquente. Donc il faudra que je me mette là-dessus prochainement. Et pour finir, j'ai fait un petit achat Vinted. Vous avez vu, j'ai fait qu'un achat Vinted ce mois-ci. Bon, j'ai pas fait un petit achat Vinted. Non, on est parti quand même sur un gros achat.
J'ai acheté un intégral de 2 mangas. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en parle également dans le vlog. J'ai lu, j'ai fini là, ça y est, Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi qui est paru chez Kiun. Et j'ai adoré, mais franchement, ça y est, Les Liens du Sang fait partie de mes mangas préférés. Il y a plus de doute. Donc j'ai vu que l'auteur avait sorti d'autres titres avant et j'en avais déjà entendu parler. Donc je suis allé sur Vinted, j'ai vu une fille qui vendait l'intégrale. Bon, elle le donnait pas, mais il me coûtait moins cher que si je venais à l'acheter par moi-même. C'est Les Fleurs du Mal. Donc c'est l'œuvre précédente de ce mangaka. Je pense qu'on va rester sur la même thématique, sur tout ce qui est relations toxiques, où on va un peu exploiter la psychologie de différents personnages bons ou mauvais. Ça se passe au lycée, donc je pense que peut-être que ça cible un autre public, parce que Les Liens du Sang c'est vraiment public adulte. Hein. Donc je sais pas ce que ça peut donner, je suis assez curieux, mais voilà. Je ne mets pas en doute les talents de cet auteur, j'aime déjà beaucoup son dessin. Il a évolué depuis, hein. Franchement, quand je vois son dessin là et quand je vois son dessin maintenant, en même temps, il faut se dire que c'est le tome 1, il y a 12 tomes, et Les Liens du Sang, il y a 17 tomes, donc ça se compte en années. Entre le premier tome de ça et le 17e tome des Liens du Sang, il y a des années qui sont passées, donc il a pu affiner son trait, bien évidemment. Ici, on suit une jeune... Ah non, il y a 11 tomes, je vous ai dit 12, c'est 11 tomes. On suit un jeune lycéen qui s'appelle Takao, qui adore la lecture et qui est fasciné par le livre Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Il a un petit crush pour la populaire Nanako. Et il se contente de la regarder de loin, il n'ose pas l'aborder, bien évidemment, il est trop timide, il l'imagine même pas aller la voir, quoi. Mais il retrouve les vêtements de cette jeune fille abandonnée dans une salle de classe, il pique les vêtements. Manque de bol, il y a Sawa qui va le surprendre, et elle est pas très nette, et elle va en profiter pour lui faire du chantage. Donc voilà. En gros, c'est ce qu'on nous dit dans ce premier tome. On nous dit derrière, tout comme le recueil de Baudelaire en son temps, Les Fleurs du Mal brisent tous les tabous. Ici, la déviance n'est plus un vice, et un souffle libérateur traverse cette œuvre hors norme. Acclamée au Japon, elle a eu l'honneur d'être adaptée non seulement en série animée, mais aussi en pièce de théâtre. Après tout, qui n'a jamais rêvé de dépasser les frontières de la normalité? Donc je suis très curieux, parce que franchement, Les Liens du Sang, c'est un manga topissime. Il n'a rien à envier à des romans thrillers ou quoi que ce soit. C'est vraiment du début à la fin. J'ai un petit hic, mais c'est vraiment une petite poussière. Sinon, j'ai vraiment tout aimé. Il prend même le temps de terminer son manga, parce qu'il y a des fois, il y a des mangas qui sont très bien, mais selon les tantos, les responsables éditoriaux au Japon, ils sont pressés par le temps et des fois les mangas sont un peu finis prématurément et on reste un petit peu sur notre fin. Là, c'est vraiment pas le cas. Moi, j'ai adoré. Bref, je vous en parlerai de façon prochainement. Mais voilà, le haul s'arrête ici. Je vous ai beaucoup parlé, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Vous avez vu, j'ai vraiment craqué mon slip au niveau des graphiques. Heureusement, le mois qui arrive, il y en a beaucoup moins, donc j'en achèterai moins. Faut que j'essaie de continuer à me restreindre, parce que je trouve que ce mois-ci, j'ai un petit peu pris beaucoup, notamment même dans les romans, et que je lise plus et que j'achète moins. On n'oublie pas cette devise. Hein. Sur ce, je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à plus tard. Salut.